Combien de youtubeurs ont arnaqué leur audience? Réponse, des tas. Bon, c'est souvent un peu la même chose, des scams NFT à la con, on en a parlé dans la dernière vidéo, des formations de merde, promotion du casino en ligne. Mais parmi tout ça, je pense qu'il y a 3 vraies histoires d'arnaque dans le YouTube français qui sont au-dessus du lot. De ma part, il y a eu de la vraie enquête dans cette vidéo, je me fous pas de votre gueule. On va pas parler de trucs que vous connaissez déjà, on va même aller très profond. Pour cette première partie, j'ai une question à vous poser. C'est quoi concrètement la vraie et toute première arnaque du YouTube français? Bon, en vrai, c'est plutôt une arnaque internationale pour le coup. Mais ça a touché les Français. Est-ce que vous savez ce que c'est un network sur YouTube? Alors aujourd'hui, ça existe plus tellement. Potentiellement chez certains youtubeurs manga très précis, ça existe encore quand ils diffusent des extraits d'animé, mais en gros, un network sert à te protéger des ayants droit quand tu publies quelque chose sur ta chaîne dont tu n'as pas les droits. Exemple, la diffusion d'extraits d'épisodes d'animé qui sont interdits en France. Pour ça, le network est directement branché à ton AdSense sur YouTube et va récupérer 20 à 30% de tes revenus, mais te permet en contrepartie de pouvoir monétiser des contenus qui le seraient de toute façon pas. Alors aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout. À l'époque, quand je travaillais chez Trash, on était chez un network, mais je crois que c'était un network qui appartenait à Trash en fait, et c'était plus pour le côté de relier les chaînes ensemble qu'il y avait plusieurs chaînes Trash. Mais si des vieux youtubeurs de l'époque m'écoutent et que je vous dis Machinima, je pense que des sueurs froides commencent à remonter ici. Car à l'époque, sur YouTube dans les années 2010, on retrouve beaucoup de gaming. Sauf que YouTube ne sait pas à l'époque si ils ont le droit de monétiser les contenus où il y a un jeu vidéo qui est à l'écran. Alors que la monétisation venait d'apparaître, alors que les premiers créateurs se disaient « Ah ça y est, je peux enfin vivre de ma chaîne », non. Tu ne peux pas monétiser ton gameplay de World of Warcraft. Sauf qu'un espoir a commencé à naître, quelque chose est venu sauver la communauté de gamers, j'ai nommé Machinima. À la base, c'est juste un site internet où les gens viennent poster ces clips. Mais quand YouTube arrive, ça a raflé tout le marché. Et ironiquement, leur décision après cette défaite a changé YouTube à tout jamais. Ils passent un accord avec YouTube. Les youtubeurs qui ont leurs clips chez Machinima sont les premiers à pouvoir monétiser leur contenu. Faut que je laisse l'écran allumé. Je sais pas comment on fait pour le laisser tout le temps allumé, mais c'est quand même beaucoup plus stylé d'avoir une forêt qu'un écran noir de merde. C'était le tout premier network de l'histoire. Il permettait aux youtubeurs gaming de pouvoir monétiser leur contenu. Alors oui, c'était 40% des revenus, mais sinon c'était rien du tout. Alors pour le moment, le contrat a l'air intéressant. Machinima devient la 4e plus grosse chaîne YouTube du monde. Mais du coup, c'est quoi le problème? Elle est où l'arnaque? Tout ça a commencé avec un certain Brain Deadly. À l'époque, c'était un streamer sur Warcraft, comme il y en avait des centaines, des milliers. Mais du jour au lendemain, sa vie va changer quand Machinima va enfin lui offrir un contrat. Lui, c'est l'opportunité de sa vie. Il va être payé pour jouer à son jeu vidéo préféré. Même si ça paraît normal aujourd'hui, à l'époque, c'est une folie. Puis il n'y a aucune raison d'avoir peur. Enfin, je veux dire, tout le monde est chez Machinima. Le GOAT de l'époque, PewDiePie, est chez eux. Antoine Daniel est chez eux. C'est même pas une blague. Donc, il signe le plus vite possible et un peu trop vite d'ailleurs, car il a pas lu tout le contrat. Tout motivé, il part faire ses vidéos, sauf que l'ambiance globale se détériore très rapidement. Ça commence par de moins en moins de communication, plein de fautes d'orthographe dans les mails pro, plus de réel contact humain mais simplement des messages copier-coller à tous les créateurs, des délais de réponse absurdement longs. The base deal with Machinima sucks. It's really bad. They make a ton of money off you. Maintenant qu'ils ont le monopole, ils se comportent comme des merdes et comme des requins. Alors du coup, Brain Deadly, il en a marre. En plus, le nouveau programme de monétisation de YouTube allait bientôt arriver, alors il a plus de raison de rester. Donc il envoie un mail pour annoncer son départ, et là Machinima lui répond non. En fait, c'est même pire que ça, il le menace de l'amener en justice. Et vous savez quoi? Eh ben, Machinima est dans son droit. À la clause d'offre du contrat de Brain Deadly, on peut clairement lire « La durée du présent accord commence à la date d'entrée en vigueur et se poursuit à perpétuité ». Un contrat à vie. En d'autres termes, il appartient à Machinima pour toujours. Mais est-ce qu'ils ont le droit vraiment de faire ça? Non, ils ont pas le droit, non. Parce que ouais, j'ai déjà dit que ça paraissait légal à première vue, mais quand tous les autres créateurs ont appris ça, tout le monde s'est offusqué. Il y avait un créateur qui avait envie de faire payer Machinima. Il s'appelle Total Biscuit et c'est un commentateur e-sport adoré par sa communauté de plus de 2 millions d'abonnés. Lui, il a fait des études de droit et il le sait, les contrats à vie, c'est interdit. Si en tant que youtubeur, vous rejoignez Archiprod et je vous dis c'est contrat à vie, enfin ça marche pas, vous allez me répondre, va te faire enculer, tu vois. People aren't lawyers. This stuff is complicated. And it's really easy to be tricked, especially when you're a younger kind of guy who just wants to put your gaming videos out, make a little bit of money. It's exploitative. Ce que vous venez de voir, c'est l'extrait d'un live de Total Biscuit. Et là, il est en train de mettre un très gros coup de pied dans la fourmilière. Car à l'époque, on touche pas au patron, on touche pas au network, mais ils obtiennent gain de cause. Ils détruisent leur réputation et en plus de ça, la justice donne raison à Brain Deadly. Machinima est en train de s'effondrer. Avant de vous expliquer comment ça s'est terminé, voyons comment PewDiePie, le plus gros youtubeur de l'époque, a géré cette affaire et sa sortie de chez Machinima. I hate Machinima. The problem with Machinima was that since they had basically monopoly on YouTube, on gaming on YouTube, there was no one else. They basically would take roughly 50% of your income, and that's after YouTube takes 45% of the income. So, hey, what a great deal! I had no idea if that was gonna happen or not. I was just hoping.
that everything would work out fine because I had no contact with the company that was paying me. And that went on for until I actually was about to become the biggest channel on YouTube. Not until I expressed that I wanted to leave the company that they came back and said, oh, actually, you can't leave Machinima because our contract with you is to last forever, which is an illegal contract. So obviously I wasn't able to get out of it, but it took 4 to 5 months for that to happen. So it was just a huge waste of money, huge waste of time. They just took YouTubers' revenue and didn't really care at all, basically. Ouais. Il a pas réussi à partir. Dites-vous que si lui, il a pas réussi à partir, c'est pas le petit pourcentage de créateurs qui ont 1000 fois moins d'abonnés que lui qui vont faire quelque chose. Parce que là, si PewDiePie ne peut pas partir, il doit donner des dizaines de millions de dollars d'AdSense à vie à Machinima. Et le pire, c'est que c'est même pas ça qui les a vraiment fait chuter. Leur chute, c'est que en plus de toutes ces histoires de contrats à vie, ils ont arnaqué les youtubeurs avec qui ils ont travaillé en mentant sur le pourcentage qu'ils prenaient. Ils prenaient beaucoup plus en fait. Des contrats à 75%. Le pire, c'est qu'ils mettent la pression à tout le monde. Genre, ouais, t'étais pas content, bah écoute, on va encore plus baisser ton contrat. Donc ferme bien ta gueule. Et t'as pas le choix, parce qu'à l'époque, je rappelle, hein, plus maintenant, mais à l'époque, c'était le seul moyen de monétiser les youtubeurs gaming. Et bon, bah après, ils signent un accord avec Xbox pour des sponsors, sauf qu'ils essayent de garder ça secret, donc ils magouillent. Sauf que c'est interdit de faire des sponsors et de pas dire que c'est une sponsor. Ils mettent non seulement les créateurs qu'ils ont en danger, parce qu'à l'époque, personne ne le sait dans les youtubeurs qui n'ont pas le droit de faire ça, pour un tout petit bonus minable. Là, c'en est trop pour tout le monde. Procès, les investisseurs se barrent, les youtubeurs se barrent. Machinima ferme en 2019. Oui, c'est super tard, supprimant au passage l'intégralité des clips qui étaient présents dessus, tournant ainsi une des plus grandes pages de l'histoire de YouTube. Et bordel, c'était pas la dernière fois que des dingueries du genre allaient arriver. Pour cette deuxième partie, laissez-moi vous parler de la plus grosse tête à claque des jeux mobiles, j'ai nommé Last War. C'est parti. À droite, vous récupérez une super armée sur la gauche, mais d'abord il faut être encore plus fort. Voilà. Mais non, j'ai l'autre géant qui arrive, on va essayer de le tuer. T'installes l'appli en pensant jouer au jeu de la pub, au final, c'est un vieux city builder éclaté, mais bon, tout le monde sait que c'est une arnaque aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur le sujet. Alors pourquoi les pubs continuent de polluer internet à ce point? Bah parce que ça marche. Parce que oui, Sifano, non, il n'y a pas qu'une Boîte qui s'est enfin décidée à créer un jeu à partir de toutes ces pubs fake. Les créateurs, c'est First Fun et ils ont fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Depuis le début de cette année-là. En fait, c'est un fonctionnement très simple, très vicieux. C'est un city builder à la con. C'est moche, le gameplay est nul. En réalité, tout est basé sur la satisfaction d'améliorer un peu ses bâtiments. Et pour ça, ils remplissent leur jeu de microtransactions. Mais du coup, si c'est vraiment des fausses pubs, pourquoi ils se font pas détruire juridiquement? Bah, c'est pour ça que je remercie Askens, un ancien de chez Trash, un ancien frérot, pour sa vidéo où il teste le jeu et il explique exactement ça. Qui est qu'en réalité, le jeu de shooter existe bien. Sauf que c'est pas le même. Pendant 1 minute 30, c'est dégueulasse. Que ensuite on doit retourner sur le city builder pour ensuite repasser la phase de gameplay où on tire sur les bonus là. Mais pareil, les phases de shooter, elles sont pas bien. Le truc c'est que le jeu est assez proche de la pub pour qu'on puisse pas dire que c'est fake. Au final, l'argent ils se le font sur les baleines, sur les quelques petits pourcentages de personnes qui mettent des centaines d'euros dans le jeu. Et tant que 1 euro dépensé en publicité pour obtenir un joueur, bah ça reste en dessous du seuil de 1 euro moyen dépensé par joueur sur le jeu, bah ils continuent à faire toujours et encore plus de pubs. Last War cumule aujourd'hui 50 millions de téléchargements, il y a 2% de whales qui fait 100 000 whales. 100 000 personnes qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas spécialement des gens très aisés. 100 000 personnes qui ne pourront jamais développer leur projet, qui ne pourront jamais s'acheter de maison, offrir une belle vie de famille et une situation stable à des enfants. Tout ça à cause de l'addiction à un jeu mobile. Là, vous me dites, oui, mais Lohan, il faut être con pour tomber là-dedans. Je vous laisse l'extrait d'une des whales, justement, vous expliquer la situation. Comment j'ai découvert le jeu? Très honnêtement, je m'en souviens plus. Je crois que j'avais découvert ça sur le forum où j'étais à l'époque. J'ai dit, ouais, un jeu sur mobile, ça peut être sympa dans le transport. Ok, j'ai téléchargé. Et j'ai une petite équipe de personnages tout pourris, des vieux SR, mais j'étais content, je faisais du 30 000 dans le mode histoire, j'étais heureux. Sauf qu'après, durant l'été 2017, ça commençait à aller un petit peu plus mal pour moi. J'étais dans un travail qui ne me plaisait pas et tout du tout. Je gagnais de l'argent, je sais pas trop comment faire et tout. Et là, l'événement qui a tout changé, c'était la sortie de Gogeta SSJ4 Tech. J'avais voulu l'avoir et donc j'ai cash play pour la première fois sur Gogeta 4. Je l'ai pas eu en plus. Et là où c'est plus grave, c'est quand tu commences à rogner sur le reste. Quand tu commences à te dire, oh j'ai pas besoin de ce livre-là. Oh ça peut attendre. Et tu balances l'argent que tu aurais dû mettre, par exemple, je sais pas, dans de la bouffe. Et là j'en suis encore là aujourd'hui. Je m'en rends compte, mais une fois que t'es dedans, c'est très très dur d'en sortir. Là c'est grave. C'est-à-dire que là j'en suis à un point où aujourd'hui dans Dokkan je balance entre 300 et 500 euros par mois
Alors oui, je sais que dans la partie sur Mr V, j'essaye de pas être manichéen et tout, mais ce genre de crasse, c'est-à-dire que c'est vraiment mauvais, tu t'apportes rien au mec qui va jouer, tu lui fais perdre juste son temps et son argent. Que des youtubeurs aient été payés pour promouvoir ça, je trouve ça moyen. Après voilà, peut-être qu'ils ont des galères de thunes, peut-être que voilà, j'en sais rien. Kairos, il a tenté des excuses, mais honnêtement, c'est pas ça. Sifano, Tixi, Homelander et Michael Youn, eux, n'ont juste pas réagi depuis 2 mois. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut pas donner sa confiance à quelqu'un parce qu'il a beaucoup d'abonnés, et que les jeux mobiles dans ce genre un peu gacha, avec beaucoup de microtransactions, ça peut être dangereux. Je le sais, j'ai été addict à Raid Shadow Legends pendant une période. Heureusement, j'étais pauvre, donc je crois que j'ai genre dû mettre 50 balles dans le jeu, donc ça va. En plus, sachez-le, c'est des boîtes qui sont détenues par Israël, donc c'est horrible. Vous financez Israël en fait par ces jeux. Genre Raid Shadow Legends, c'est Plarium, et Plarium, c'est une boîte de casino israélien. Bref, on va en parler dans la prochaine vidéo de ça. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Pour cette dernière partie, j'aimerais vous parler des commentaires que j'ai reçus dans ma dernière vidéo. Lohan, tu as oublié de parler de Mr V, qui a scammé des gens avec son projet NFT nommé Soulware en 2021. Alors, je me renseigne, et je vais pas vous mentir, au début, je trouve pas grand chose. Je tape Mr V NFT, Mr V scam, et le seul truc que je trouve, c'est un thread Twitter qui dit qu'en introduction, Mr V aurait volé des millions d'euros. Et en vrai, de vrai, le thread est pas génial et je comprends rien. Mais je me dis que t'as un Mr V qui scamme des gens avec un NFT, c'est vrai que c'est un bon titre pour une vidéo ça. Mon honnêteté intellectuelle me poussant à aller chercher un peu plus loin. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que j'ai pu discuter avec l'équipe du projet et même avec Mr V qui est au courant que je vais faire cette vidéo et qui m'en a laissé la liberté totale et de dire ce que je voulais. Mais bref, ça c'est plus tard. Sur le coup, je trouve ça assez accablant, même si je comprends pas tout. Mais je suis allé sur le Discord de Soulware pour approfondir un peu plus. Et moi, je pensais que ce serait un Discord où il y aurait rien, où c'était mort depuis 3 ans, où tout le monde insulterait les développeurs. Et en fait, je vois que des gens qui mettent merci. Des gens heureux d'avoir participé à un projet. J'envoie donc un message dans le général du serveur et quelques DM un peu au hasard, s'il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait tenter de m'éclairer, et j'ai eu beaucoup de réponses. Et vous savez quoi? 100% des gens m'ont répondu que c'était pas un scam, c'était pas de la faute de Mr V et c'était pas de la faute du fondateur. D'ailleurs, ce fameux fondateur, je l'ai contacté, on va l'appeler Loki, c'est le nom de code qu'on a fixé ensemble, et il est prêt à passer en appel avec moi, me raconter tout le projet depuis le début pour que j'en sache enfin un peu plus. Car oui, à la base, c'est pas le projet de Mr V, c'est le sien. Bon, alors il me raconte qu'à l'époque, c'était un petit geek et quand il voit la hype des NFT arriver, il est sous le choc. Pour lui, c'est la révélation, ça va changer le monde. Il commence à travailler dans des projets NFT et il se fait pas mal d'argent, ce qui fait que lui aussi, il peut lancer son projet. Il est pote avec Yvick, Mr V, c'est pas une agence par laquelle ils sont contactés, non, c'est des potes à la base et il propose à Mr V de les rejoindre au marketing, vu qu'il a une grosse audience. À ce moment-là, Yvick, c'était la hype des NFT, il a refusé plein de projets douteux, mais Loki lui présente le plan, il est emballé. Il est fan des rappeurs américains qui le font tous, donc il trouve ça très avant-gardiste et donc il est chaud, il y va. Mr V fait une story pour en parler, mais c'était plus par principe d'en faire savoir sa communauté. Le but c'est pas de baser toute la popularité du NFT sur la communauté de Mr V, car ce serait sans doute des débutants, ce serait dangereux pour le projet. Et d'ailleurs c'est pour ça que le serveur est en anglais. Pendant ce temps-là, alors que Yvick tourne dans le flambeau, le projet est lancé, les 101 premiers NFT sont émis, ils sont tous vendus directement, donc c'est génial, plus qu'à faire le deuxième drop de 9902 NFT. Et là par contre ça se vend pas beaucoup. Seulement 18% ont été vendus. Et côté démarchage international, contacter des influenceurs, faire des stories pour promouvoir le projet, 0 réponse. Le problème c'est que là ils ont fait beaucoup de promesses, ils ont une roadmap à tenir. Ils devaient faire une musique pour chaque détenteur de NFT. Et à l'époque il n'y avait pas le lien, ils faisaient un son tout simplement. Des airdrops, des enchères à la charité, bref beaucoup de boulot. Et si vous connaissiez un petit peu les projets NFT de l'époque, vous savez ce qui se serait passé en temps normal. C'est ciao, c'est ciao. Et bah oui, j'en connais beaucoup qui se seraient barrés avec la caisse, mais pas eux. Ils ont tout réinvesti dans le projet, ils ont fait les sons qu'ils ont promis, fait la vente aux enchères, offert des places pour le GP Explorer 2 de Squeezie, jusqu'à ce tweet de Booba. Tu te rappelles de moi? Lui aussi, il centre de NFT avec son équipe projet Soulware. Ils ont fait de belles promesses. Résultat, 2 ventes, 7333 en QC et disparition des radars. Et là, c'est le moment où je vais faire une pause pour vous parler d'un truc. Pour le bien de cette vidéo, j'ai enquêté sur ce qui s'est réellement passé. Et honnêtement, ça partait limite d'une démarche égoïste. J'aurais kiffé, en allant sur le serveur Discord, que je vois plein de gens en train d'insulter Mr V, en train d'insulter le fondateur. Mais non, bien sûr, je voulais pas diffamer qui que ce soit ou faire du mal volontairement. Sauf que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en fait, pendant que je faisais cette vidéo, j'oubliais les humains qui étaient derrière. Et avec Loki, on en a pas mal parlé. Il m'a dit que ce projet, c'était son bébé. Que lorsque Booba avait fait son tweet, c'était une période horrible de sa vie. Il a même pas fait d'argent avec, contrairement à ce que les gens disent. Il a pas fait des millions, il a perdu de l'argent. Il a perdu 50 000 balles, justement pour pas baiser les mecs qui avaient acheté le NFT et que le prix s'était effondré.
Enfin, on revient sur ça juste après. Et moi, pendant qu'il me racontait ça, je me souvenais en fait que j'ai failli faire une vidéo pas cool, le faire retomber dans des cauchemars. Tout ça à cause de préjugés, à cause d'un mauvais bouche à oreille et d'un travail qui aurait pu être bâclé, oui. Mais finalement, ça s'est pas si mal fini. Enfin, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Mais d'abord, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez, après ce que je vous ai dit, que le projet Solware NFT était-il un scam? Et si la réponse est non, auriez-vous eu la même opinion suite au tweet de Booba? Évidemment, il y a peu de chance. Alors peut-être que vous allez me dire que factuellement, le projet NFT de MrV est un scam parce que les NFT ont baissé en valeur. Et je sais pas si j'aurais pu vraiment contredire ça. Le point de vue du fondateur par rapport à ça, c'est que le scam, ça aurait été de dire des choses et de pas les faire. Solware a respecté tous ses engagements, ils s'en sont pas barrés, parce que à la fin du projet, quand il y avait plus grand monde, une cinquantaine, centaine de personnes, MrV et Loki ont décidé de prendre 0 € de bénéfice sur le projet. Pas un centime. Alors si c'est du scam, c'est un mauvais scam, hein, parce qu'ils ont rien gagné. Tout a été redistribué sous forme de giveaway, plus de 100 000 € ont été redistribués. Ce qui fait qu'au final, même s'il y avait plus beaucoup de gens, les gens qui sont restés jusqu'à la toute fin, ils ont bien été rentables avec ce projet. Puis quelques jours après, un message rempli d'émotions de la part de Loki et MrV signe la fin de ce projet et la fin de ce chapitre. C'est dingue de se dire qu'après tout ce temps, qu'après le fait que ils ont pas gagné d'argent, on puisse encore les accuser de scam, sans prendre en compte que oui c'est des humains, que en général il n'y a jamais personne qui est fondamentalement méchant et il n'y a jamais personne qui essaye fondamentalement de faire le mal, c'est juste des échecs, des choses qui se passent pas comme les gens veulent. Et ça m'a fait beaucoup moi-même me remettre en question sur le fait de faire des vidéos où j'expose des gens et finalement je me dis que c'est pas génial comme façon de faire, en tout cas c'est ce que je pense. En fait ce qu'il faut retenir de tout ce que je veux vous dire là, c'est que dans chacune de ces histoires il y a personne qui est un génie du mal, un mec purement méchant qui veut baiser des gens. À un moment donné, il faut aller faire ses propres recherches, il faut aller plus loin que les préjugés, plus loin que ce que les gens disent sur Twitter. Il faut lire un contrat en entier aussi, hein. Je veux dire Machinima, oui c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais en même temps c'était écrit. Cette histoire avec MrV, comme j'ai dit, m'a fait beaucoup me remettre en question. Vous le savez peut-être, j'ai ma communauté, j'ai mon application pour les youtubeurs qui, il y a quelques mois, il y avait une période un peu plus de flottement où j'étais pas très actif et beaucoup de gens étaient tristes, beaucoup de gens étaient déçus. Alors là actuellement c'est vraiment exceptionnel, on a beaucoup de monde. Mais vers fin 2024, il y a eu un vrai passage à vide et j'étais un peu plus fragile à ce moment-là et c'est là que les gens m'ont aidé. Alors je vous fais pas l'histoire au complet, mais le youtubeur Remax, un youtubeur qui parle de films et de séries, m'a aidé, m'a fait confiance. Je dis Remax, mais en fait c'est tous les youtubeurs de la communauté. Et aujourd'hui, grâce à eux, grâce à leur soutien et grâce à leur aide, j'ai trouvé des solutions. Merguez Superstar est redevenu ce truc de ouf que c'était comme au début. Et je me dis que potentiellement, si juste j'avais arrêté le projet, je me serais dit ça me casse les couilles. Merguez Superstar c'est plus aussi bien qu'avant, je m'arrête là, je ferme. 3 ans plus tard, il y aurait eu un petit connard de youtubeur qui serait venu me voir en mode ouais, je vais faire une vidéo sur l'arnaque Merguez Superstar parce que les gens auraient gardé un goût amer. Et en fait, je lui aurais dit non, c'est plus compliqué que ça, mais peut-être que lui il aurait pas compris. Bref, je me suis un peu reconnu en eux en fait. Ce schéma peut très facilement se répéter, surtout quand on entreprend, surtout quand on a des clients, parce qu'on n'a jamais des clients 100% satisfaits, on a toujours des clients quelque part pas satisfaits. Ça existe dans toutes les boîtes, c'est pour ça qu'il faut privilégier, je pense, la communication, l'entraide et pas le jugement et le bouche-oreille parce que ça n'aide personne. Ça va pas aider le mec à faire un super produit, ça va juste le dégoûter et lui donner envie de se barrer, tu vois. Bref, j'ai beaucoup appris dans cette histoire, donc je vais arrêter, enfin je considère pas que j'étais un mec qui faisait des expos de gens. J'avoue, Squeezie dans la dernière vidéo, j'ai un peu tapé dessus, mais Squeezie, il m'énerve. Bon, sinon passons à autre chose. Dorénavant, YouTube Maxi, notre accompagnement pour faire passer les youtubeurs de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois, change de nom. Il s'appelle maintenant YouTube Maxi Endgame. Pourquoi Endgame? Parce que, si vous le savez pas, mon métier dans la vie en général, c'est d'aller voir des youtubeurs qui marchent et de leur faire vendre un produit à leur audience, un produit cool, pas une formation à la con que leur audience va détester, pas des scams casino, je sais pas quoi. Non, c'est de créer un produit avec eux, m'occuper de leur marketing et qu'ils puissent mieux vivre de YouTube sans avoir à compter sur leur AdSense. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, quelque chose que je sais faire, quelque chose qui a fait générer des dizaines, mais je m'en parle, des dizaines de milliers d'euros à chacun des youtubeurs avec qui j'ai travaillé. Dernièrement, on l'a fait avec Teromic qui a sorti son guide pour devenir bon à Yu-Gi-Oh! Donc si vous voulez apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Il y a un super guide de Teromic qui coûte absolument que dalle, qui est d'extrêmement grande qualité et qui lui permet de mieux vivre de sa chaîne. Et donc je vais beaucoup moins orienter YouTube Maxi actuellement sur la partie grosse YouTube, dans le sens où la grosse YouTube c'est quelque chose qui a été acquis. Beaucoup d'élèves de YouTube Maxi ont déjà atteint les 10 000 abonnés. C'est devenu une formalité pourvu que le mec nous écoute, fasse qu'on dise, en fait on est là pour lui, on lui fait ses retours, on le coach à la voix, on lui trouve ses sujets, on l'accompagne. Il y a une grosse partie one-to-one. On travaille que avec des youtubeurs déjà confirmés et mérites, des gens comme moi, comme Kellyan, comme Edouard, comme Sabiela, comme Piloum. Et donc maintenant
le endgame. Pourquoi endgame? Bah, le but c'est de plus orienter sur le côté make money et plus faire en sorte qu'avec leur communauté, les youtubeurs puissent vivre de leur audience. Donc ça se passe avec moi en one-to-one. L'idée c'est de commencer à développer un personal brand, développer un produit. Vendre du make money, ça fait un peu peur, mais je veux dire quand on a, comme moi, énormément d'expérience dans le domaine, qu'on a travaillé avec beaucoup de gros youtubeurs, qu'on l'a fait des dizaines de fois, et j'ai pas peur et je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis, c'est le meilleur produit pour vivre de sa chaîne YouTube aujourd'hui. Bref, si ça vous intéresse, le lien est en description. Venez passer un appel avec nous. On va pas vous manger. Dans le pire des cas, que vous nous rejoigniez ou pas, ce n'est pas un appel de vente, c'est un appel de sélection. Comme on limite les places et que j'ai énormément d'abonnés, je cherche pas à avoir tous les clients possibles, je cherche à avoir des clients de qualité. On ne vous vendra rien si vous n'êtes pas la bonne personne. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre un appel parce que vous repartirez avec une roadmap complète qui vous explique comment passer de 0 à 10 000 abonnés, même sans matos, même sans expérience, même sans rien. Donc voilà, rejoignez-nous, que vous soyez déjà youtubeur et que vous voulez vivre de votre chaîne, ou bien que vous ayez simplement envie de l'être, même si vous n'avez jamais rien fait, on peut vous apprendre tout. Si vous êtes motivé, on vous prendra. Je vous remercie, je vous fais des bisous, le lien est en description et en commentaire épinglé. Au revoir!